Bonsoir. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Alors, une petite information, car nous avons quelques petites modifications pour la soirée. Alors, Philippe de Joncker est là. Voilà, que les choses soient là. En revanche, Michele Rabian ne sera pas parmi nous ce soir. Il a été rattrapé par l'époque virale. Et donc, nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir Gilles Corodona qui va remplacer, enfin, qui ne va rien remplacer du tout, qui va proposer avec Philippe de Joncker une autre lecture je ne me souviens plus, dont nous parlerons ensuite, Philippe et moi, quelques instants après leur performance. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout, je voulais également remercier la Maison de la Poésie et Olivier Chaudenson qui nous permettent d'être là ce soir. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus de ce que je voulais dire, écrire. Je ne me souviens plus du rêve de cette nuit, de ce matin. Je ne me souviens plus des dernières paroles que j'ai échangées avec mon frère. Je ne me souviens plus de la dernière fois que nous nous sommes vus, avant qu'il ne meure. Je ne me souviens plus de la fin de tant de livres. Du début, si. La plupart du temps, je me souviens des débuts et nettement moins des fins. Je ne me souviens plus, enfin, de tous mes numéros de téléphone depuis l'enfance. Il était temps que j'oublie des informations aussi inutiles. Je ne me souviens plus des premiers coups de la défense Caro-Can aux échecs. Pas davantage la défense française ou encore la défense Petrov. Et longtemps que je n'en comprends plus les principes directeurs. Je ne me souviens plus des noms de la plupart des personnes qui étaient avec moi en première année aux Arts Déco. Les noms dont je me souviens sont ceux des personnes qu'il m'arrive encore de rencontrer de temps en temps, sans parler des amis proches. Je ne me souviens plus du digicode de chez Anno, sans regarder dans mes derniers messages de téléphone de poche. Du temps des Arts Déco, il n'y avait pas de digicode au bas des immeubles. Et pas de téléphone de poche. Et certainement pas de digicode au bas de l'immeuble de Anno. Je me connais, s'il y en avait eu un à cette époque, je me souviendrai de cette combinaison et pas de celle qui permet l'ouverture de la porte aujourd'hui. Je ne me souviens plus, presque plus, de la conduite du récit des romans de Georges Bataille. L'histoire de l'œil, le bleu du ciel, Madame Édouarda. Et pourtant, ce sont des livres à côté desquels je m'endors tous les soirs et dont je ne manquerai jamais une occasion de dire que j'en fais grand cas. Mais est-ce que dormir tous les soirs dans le voisinage de leur couverture fait de moi un lecteur de Georges Bataille ? Je ne me souviens plus toujours de tous les films que je vois chaque année au cinéma. Au point que lorsque je remplis le bulletin de vote de mon cinéma de quartier pour donner le titre de mes 5 films préférés de l'année, tout juste écoulés, je peine parfois à retrouver 5 films effectivement vus dans l'année, et pourtant je dois aller au cinéma 2 fois par semaine.
Pour l'année tout juste passée, j'avais fini par noter Le dos rouge d'Antoine d'Antoine Barrault, 3 souvenirs de ma jeunesse d'Arnaud Desplechin, Les contes des mille et une nuits de Miguel Gomes, El Club de Pablo Larraín, et un 5e film dont je ne me souviens plus. Ah si, Lobster de Yorgos Lanthimos. Je ne me souviens plus d'aucune occasion en particulier m'être ennuyé enfant. Et pourtant, je me souviens m'être tellement ennuyé enfant. Et ce dont je me souviens, c'est de ce week-end. J'avais 15 ans, comme aucun autre, au cours duquel mon père avait passé 2 jours à installer une chambre noire dans la salle de bain de ma chambre. Et comment, le dimanche soir, allumant et éteignant la petite ampoule de mon petit agrandisseur, un Durst 300 avec un sacré cul de bouteille pour objectif, dans l'éclairage rouge inactinique de la salle de bain, telle une scène de film de sous-marin, je me suis dit, ce dimanche soir, en agrandissant à blanc quelques négatifs, à l'époque je devais être à la tête de 3 rouleaux de 24 poses, je me suis dit donc, émerveillé et une mauvaise fois pour toutes, que je ne m'ennuierais plus jamais. Et c'était vrai, prophétique, je ne me suis plus jamais ennuyé. Je ne me souviens pas de la plupart des airs de mes morceaux de jazz préférés. Je serais incapable de les chantonner ou de les siffler pour la plupart, même faux. Je me souviens que c'est tel ou tel morceau de tel disque. Je peux même me souvenir que c'est le 3e ou le 7e de la première ou de la seconde face, ou encore de la pochette du disque dans ses moindres détails, mais l'air non, presque jamais. Il ne me revient qu'à l'écoute. Je ne me souviens plus de la plupart de mes rendez-vous médicaux, notamment. Autrefois, hypermnésique, je pouvais me dispenser entièrement d'un agenda et ne manquer aucun rendez-vous, tant je les avais bien tous en tête. Désormais, je ne suis plus du tout capable d'une telle prouesse, pourtant bien pratique. Et si j'oublie de noter un rendez-vous, je suis assuré dorénavant de le manquer, sans compter qu'il m'arrive de plus en plus souvent aussi d'oublier de regarder mon agenda. Encore cette semaine. Et pourtant, je continue de m'orienter dans l'existence avec l'insouciance de ne rien noter, misant que je me souviendrai de tout. Ma mémoire déclinant, je n'ai pas encore pris le pli de noter ce dont je dois me souvenir. Et je continue de tabler sur un palais mental qui tombe en ruine. Je ne me souviens plus du tout du mot de passe FTP d'un site internet que j'avais construit en collaboration avec mon amie Gisèle. Elle non plus d'ailleurs. Je sais où se trouve ce site, mais je ne sais plus du tout comment faire pour le modifier ou le supprimer. De temps en temps, je vais voir s'il est encore là. Et je constate à chaque fois à quel point je préférais qu'il ne soit plus là du tout et à quel point il est là, depuis bientôt 20 ans. Inaccessible à qui ne connaîtrait pas son URL, c'est-à-dire tout le monde, même Gisèle de son propre aveu, sauf moi. C'est un site internet dont je suis le seul visiteur, par ailleurs contrarié. Je ne me souviens plus, d'une fois sur l'autre, de la recette de la pâte à crêpes. Je suis chaque fois contraint d'aller la regarder sur Internet. C'est quand même bien pratique, Internet. Ne serait-ce que pour la recette de la pâte à crêpes. Ou celle du clafoutis, dont je ne me souviens jamais non plus, et pour laquelle c'est quand même bien pratique aussi, Internet. Je ne me souviens plus de comment on fait pour aller chez ma cousine, Elisabeth de Jonquère, à Lambersart. Et pourtant, chaque fois que je vais la voir, je ne prends pas de plan en me disant que je m'en souviendrai encore bien pour le quart d'heure quand je serai sur place, dans la banlieue de Lille. Mais jamais je m'en souviens. Je suis chaque fois obligé de l'appeler pour lui demander mon chemin.
Je ne me souviens pas très bien du rêve que j'ai fait il y a 2 nuits. J'ai un vague souvenir d'y voir Peter Handke marcher nuitamment au milieu d'un ruisseau en forêt. Mais je ne sais plus si c'était en hiver ou en été, en automne, de nuit. Peter Handke portait un chapeau et des bottes de cow-boy. Je ne me souviens plus de la plupart des formules de mathématiques que j'ai apprises au lycée. Par exemple, les calculs de fonctions dérivées, je ne m'en souviens plus du tout. Ou encore des racines d'une équation du second degré non simplifiable, ou encore du signe du trinôme. Je ne me souviens plus de la différence entre le sinus et le cosinus. Le principe de la trigonométrie, je m'en souviens encore, mais pas de cette différence, ni de savoir si la tangente est le quotient du sinus par le cosinus, ou le contraire est donc pareil, mais inversement pour la cotangente. Pour moi, les mathématiques sont devenues de la poésie, à jamais débarrassées de leurs fonctions comptables. Je ne me souviens plus du chemin qui permet d'aller à Bournave dans les Cévennes. Je ne me souviens plus du visage de certaines personnes. Je ne me souviens plus du tout de la voix de mon frère. Et je crois que je ne dispose d'aucun enregistrement de cette voix. Je ne me souviens plus de la séquence des arrêts de métro sur la ligne de Harvard au nord de Chicago. Je me souviens de quelques noms comme Belmont, Addison, Jarvis, Wilson, Damon Division, Fullerton State. Mais la station Fullerton est-elle au nord ou au sud de Belmont? Au sud, c'est bien pratique Internet. En revanche, je me souviens The Roosevelt Avenue, Jackson Heights, change here for the EF trains on same platform, wash those doors. Je ne me souviens plus du nom de la rue dans laquelle j'habitais à Portsmouth. Mon adresse, c'était London Road, mais ce n'était pas le nom de la rue sur laquelle s'ouvrait ma porte d'entrée. Je me souviens seulement de quelques noms de rues à Portsmouth. Osborne Road, Kingston Crescent, mais je crois que c'est bien tout. Je ne me souviens plus de temps et de temps de mots en allemand, de nombreux accords, de déclinaisons ou même de conjugaisons, alors que j'ai parlé cette langue presque couramment en sortant du lycée, grâce notamment à Ursula, Elfie et Bettina, dont je me souviens. Et même s'il me serait plus utile de me souvenir de mes verbes forts en allemand, je ne voudrais pas échanger le souvenir de ces 3 jeunes femmes contre la connaissance de mes verbes forts, quand même pas. Je ne me souviens plus des prénoms de la plupart de mes 40 cousins, c'est vrai. Je ne me souviens plus de la plupart des réveillons du Nouvel An, de leurs fêtes, à part 1 ou 2. En revanche, je me souviens des réveillons ratés, peut-être pas, mais des réveillons sans fête, comme celui de 86-87, que j'ai passé seul à repeindre ma chambre, avenue Daumesnil, en écoutant Patti Smith, Horses, la 2e face, en boucle. Naturellement, je me souviens du fameux passage en l'an 2000, et pour cause. Je me trouvais au centre de la catastrophe qui n'a pas eu lieu. Au travail donc, au Command Center. Tout le monde était sur le pont. Les supports de tous les niveaux, de tous les produits et de toutes les branches. Les chefs des chefs et de rechefs, les chefs des chefs des chefs. Et tout roulait. Il ne se passait rien, vraiment rien. C'était un peu comme si, une nuit, dans un hôpital, tout le monde avait été réquisitionné, des aides-soignantes aux pompes de chaque discipline, pour ne veiller sur la santé que d'un seul patient, par ailleurs en pleine santé et endormi. Ou encore, je me souviens de ce premier réveillon à Portsmouth, couché vers 11h. Je travaillais le lendemain matin et réveillé 1 heure plus tard par le concert des cornes de brume de tous les bateaux du port, comme c'est l'usage justement dans tous les ports du monde. Ce que j'ignorais alors, ce que j'ai compris et appris de fort mauvais poil cette nuit-là. Mais des fêtes de réveillon, je ne me souviens de presque aucune, 1 ou 2. C'est bien tout. De toute façon, je ne suis jamais invité. Je crois que tout le monde soupçonne, à raison,
que je n'ai aucun talent pour les festivités en général et celles de la Saint-Sylvestre en particulier. Je ne me souviens plus de la plupart des significations des panneaux de signalisation sur la route. Si je devais repasser mon code aujourd'hui, il y a très peu de chances que je réussirais cet examen. D'ailleurs, je me demande bien quels seraient les examens que je réussirais aujourd'hui. Je crois que je serais recalé partout, même de mon diplôme de surveillant de baignade. Le concours d'entrée aux Arts Déco, n'en parlons pas. Je ne me souviens plus, quand je me remémore mon collège et lycée, d'où se trouvaient les douches où pourtant je me souviens que nous allions en sortant crotter de l'entraînement du rugby. Je ne me souviens plus des décorations des flippers dans les cafés. Pourtant, Dieu sait que j'ai branlé je ne sais combien de ces machines. Je ne me souviens plus très bien, de l'intrigue générale de La Recherche de Proust. Et plus très bien non plus de Madame Bovary et de Flaubert. Deux livres que je mets toujours au-dessus de tous les autres. Et c'est un peu pareil avec Don Quichotte, que j'ai pourtant lu il y a quelques années seulement. Je me demande bien quel est le bénéfice pour moi de telle lecture. Je ne me souviens plus des couleurs et des formes de mes habits d'enfant. Je suis toujours surpris de retrouver des photographies de moi enfant, en grande partie pour cette raison. Constater les couleurs et les formes de ces habits, beaucoup plus que de constater comme mon visage, enfant, était beau, comme celui de mon fils Rémi au même âge. Je ne me souviens plus, presque plus, de la plupart des textes de livres de philosophie en terminale. J'ai un vague souvenir d'un extrait du Gai Savoir de Nietzsche et de 2 ou 3 extraits de Freud. Mais cela doit être à peu près tout. En revanche, je me souviens très bien, visuellement, du numéro de téléphone de mon amie Laurence que j'avais écrit sur la couverture du livre et que je revois encore très distinctement, le 771 09 77. Numéro que j'ai composé de tête une dernière fois, le 01 47 71 09 77, l'été dernier, à la mort du père de Laurence, pour tenter de la joindre. Mais plus personne pour répondre. Je ne me souviens plus des cris de mon frère Alain, bébé. Et pourtant, la psychanalyse m'a enseigné que ces cris ont sculpté en moi un versant majeur et sombre. Je ne me souviens plus des noms de ces oncles et tantes de mon père, pour lesquels il nous était demandé à nous les enfants de les embrasser. Je me souviens de leurs odeurs, de celles du café, du genièvre, ou encore des spéculoos et de la cassonade. C'est pourtant ce lien très ténu, dont je sais qu'il me relie au XIXe siècle depuis le XXIe siècle. Je me souviens des maisons en briques, du froid hivernal, de cette sensation de froid pénétrante, mais plus aucun souvenir de ces visages, de leur chaleur, de ces noms. Tous ne s'appelaient pas De Joncker ou Stoven. Ce ne sont donc pas des images, des visages, mais des odeurs et des goûts qui agissent pour moi en passerelle vers le siècle d'avant ma naissance. Je ne me souviens plus du tout du cours typique entre le franc français et le franc belge, opération que j'ai eu à faire de tête pourtant un grand nombre de fois. Je ne me souviens plus du nom de mon premier psychanalyste et je crois que je suis parvenu à oublier du tout au tout l'épouvantable fresque tapisserie qui était accrochée au-dessus de son divan. Et c'est tant mieux. Et pourtant, c'est souvent aidé des méandres fort décoratifs de cette tapisserie hideuse. Un jour,
j'organiserai une grande exposition de tableaux abstraits tels qu'on les trouve accrochés dans les cabinets de psychanalyse. Une chance pour la profession que je ne juge pas de la compétence de ces thérapeutes à l'aune de ce que je trouve sur leur mur. C'est donc en parcourant les lacets fort laids de cette tapisserie que j'ai cherché à m'orienter avec succès dans mes propres méandres. Longtemps, je me suis souvenu de cette tapisserie en repensant à ces séances lointaines, à ce que je leur devais de compréhension. Mais j'ai fini par oublier jusqu'à la couleur dominante de cette tapisserie. Pour une fois, j'ai su me souvenir de ce qui était utile, mes fonctionnements personnels, et laisser de côté ce qui était inutile, la tapisserie, la déco. Je ne me souviens plus des voix de mes amis Patrick et Isa, qui sont tous les deux morts d'overdose. Je ne me souviens plus des différentes étapes des processus de sérigraphie, de lithographie ou de gravure. En dépit d'avoir passé tant d'heures et de jours dans les ateliers de ces différentes pratiques, aussi bien aux Arts Déco qu'à Chicago. Mais en sortant de ces deux écoles, plus jamais je n'ai eu accès à de telles pratiques, faute de presse ou de banc. Je le regrette. Dans la liste de mes regrets, cela ferait partie des premiers. Je regrette de ne plus savoir faire un repérage en sérigraphie. Je regrette de ne plus savoir ancrer une pierre de lithographie. Je regrette de ne plus savoir tirer une eau forte ou une aquatinte depuis les Arts Déco. Et d'autres choses que je regrette, certaines nettement plus douloureuses, on s'en doute, et dont un jour il faudrait que j'écrive le livre, le catalogue des regrets. Je ne me souviens plus des 5 années passées à puiser en Bray. Tous mes souvenirs de ces 5 années, de 98 à 2003, sont fondus en une seule et même année aux 4 saisons. Tous les souvenirs hivernaux de ces 5 années, par exemple, sont rangés dans le tiroir hiver. Mais je dois terriblement lutter pour tenter de retrouver à quel hiver ils appartiennent. Et pareillement pour les 3 autres saisons. Oh, bien sûr, je me souviens que Madeleine est née en 99 et Nathan en 2000. J'ai également le souvenir de l'éclipse solaire de l'été 99 et de la tempête de décembre la même année. Nous n'avions plus eu d'électricité pendant 3 ou 4 jours après la tempête. Madeleine n'avait pas 1 an, nous étions réfugiés tous dans la même pièce près du poêle à bois. Nos voisins agriculteurs étaient passés prendre notre congélateur qu'ils avaient hissé sur une remorque de tracteur avec d'autres dûment étiquetés et qu'ils ont ensuite conduit jusqu'à la ville voisine, Gournay-en-Bray, où ils ont rebranché tous ces congélateurs dans un gymnase pour nous rapporter le nôtre depuis la même remorque, 4 jours plus tard. Juste à temps pour le réveillon, avait-il dit, content d'eux, et ils pouvaient. J'étais admiratif de leur organisation de cette affaire, rondement menée en tout point. Mais ce sont là la naissance des enfants, une éclipse et une tempête, et cette affaire de congélateur, mes seuls repères. Ce n'est qu'en partant depuis eux, en arrivant à Fontenay en 2003, que ma pratique du numérique, de la photographie numérique, est devenue telle que mes souvenirs ont fini par se ranger plus précisément, année par année, mois par mois, et pour beaucoup de choses, jour par jour, dans des dossiers et des sous-dossiers. Je ne me souviens plus du papier peint, de son motif qui tapissait les murs de la chambre de l'appartement de la rue de Tolbiac. Je me souviens qu'il était laid, fort laid. Je ne me souvenais plus, je croyais ne plus me souvenir, du motif du papier peint dans l'entrée à Garches. Et puis, revoyant L'argent de poche de François Truffaut au Ciné-Club, j'ai reconnu ce papier peint dans la chambre de l'enfant qui tombe depuis sa fenêtre et qui survit à cette chute. C'était très étonnant pour moi de voir combiner à ce souvenir de papier peint ce qui est par ailleurs une phobie terrible, celle des enfants qui, se penchant par-dessus une rambarde, tombent. Cette scène s'endommage dans L'argent de poche connaît presque son explication dans une autre scène, dans un autre film, Les ailes du désir de Wim Wenders. Film dans lequel une enfant qui tombe par-dessus la rambarde d'un balcon d'une grande barre d'immeuble à Berlin est rattrapée in extremis par le personnage de l'ange interprété par Bruno Ganz. Ange qui abandonne de facto sa condition d'ange. Oui, seuls les anges, au prix de leur vie d'ange, peuvent sauver des enfants de tels périls.
lorsqu'elle devait avoir 2 ou 3 ans. Madeleine se penchait de la sorte depuis le 5e étage d'un appartement du Verbois, Saint-Dizier. Avec un calme inhabituel, je me suis approché lentement d'elle par derrière et je l'ai descendue de la petite chaise d'enfant sur laquelle elle s'était juchée. Madeleine dans mes bras, je regardais là où elle aurait pu chuter 5 étages plus bas. Il faisait nuit. Je jurerais qu'au bas de l'immeuble, j'ai vu mon frère s'éloigner. Madeleine n'étant pas tombée, il n'a pas eu à renoncer à sa condition d'immortel, d'une mort qui fut précisément la sienne. De Berlin, je ne me souviens plus de rien, de presque rien. Dessin de Bettina, ce qui n'est pas rien. Un jour qu'elle se changeait avant de sortir et qu'elle a fait preuve de son coutumier manque de pudeur tellement germanique. Je me souviens encore des boulets de charbon qui finalement avaient, à peu de choses près, la même forme ronde mais moins évocatrice que les seins de Bettina et dont la chaleur, je parle des boulets de charbon, dans l'appartement dépendait. Ce qui n'était pas sans me rappeler le nord de l'enfance et les seaux de charbon du boulevard Morland. Et je me souviens de cette drôle de parole saisie au cœur de la nuit d'un habit de Bettina me décrivant la vie à Berlin, singulièrement nocturne, par cette phrase stupéfiante. « Wir haben keine Grenze » qu'il entendait surtout, sans doute, par « nous n'avons pas de limite » et que j'ai compris comme « nous n'avons pas de frontières » à Berlin en 1988. Je ne me souviens plus du tout de l'arrivée au monde de mon frère Alain. J'en connais les nombreux récits, comme celui de ma chute sur un trottoir du boulevard Morland, mon front qui s'était ouvert et ma mère qui était arrivée à l'hôpital faisant face à 2 situations stressantes et pressantes. Mon front ouvert et sa grossesse qui arrivait à terme, après cette course en me portant jusqu'aux urgences. Et de nombreux autres récits qui ont tous cette couleur familiale, ce goût pour le récit, mais aucun dont je me souviens par moi-même. Je sais, en ayant copieusement extrapolé sur le divan de la psychanalyse, combien cette arrivée au monde, cette naissance, son contexte, et ce qui lui a fait directement suite est un nœud pour moi. Mais je ne m'en souviens pas vraiment. J'ai un vague souvenir de ce moment-là, mais ce souvenir est tellement intime et infime, je préférerais presque ne pas m'en souvenir. Je ne me souviens plus de la jeune femme avec laquelle j'ai fait l'amour pour la première fois. Je ne me souviens plus de son visage. Je me souviens que je lui trouvais une ressemblance avec l'actrice Marlène Jobert. Mais lorsque je regarde une photographie représentant Marlène Jobert, cela ne me rappelle pas du tout le visage de cette jeune femme, dont je me souviens tout de même qu'elle s'appelait Sylvie. Et je me souviens qu'elle avait des pieds d'une drôle de forme, comme si les orteils n'avaient pas été rangés dans un ordre décroissant de taille. Je ne me souviens plus du visage de cette jeune femme allemande, Ursula. Sur cette première photographie que je voyais se révéler dans une cuvette de révélateur pour la première fois. La première fois que je voyais un tel miracle se produire. Mais je me souviens très très bien des pentagones de lumière qui perçaient le feuillage en arrière-plan flou. Ce sont ces pentagones lumineux qui ont décidé de ma carrière de photographe. Au point que je ne me souviens plus du visage d'Ursula. Et comme je ne retrouve plus cette photographie d'elle, je ne me souviens plus du tout de son visage. Je ne me souviens plus des différents itinéraires qui étaient les miens à Portsmouth. Par exemple, je ne suis pas certain que je saurais encore aller au port depuis chez moi. Ou encore, je ne me souviens plus de cette route qui permettait d'atteindre la jetée déserte Disney. Et dans tous les souvenirs que j'ai de tous ces endroits, j'ai du mal à leur faire correspondre une circulation à gauche. En rêve, c'est souvent que j'ai des accidents de voiture à Portsmouth.
Je ne me souviens plus de grand-chose des 3 mois de notre vie à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avant la naissance de mon frère Alain. Et pourtant, c'est sans doute de cette époque que date mon plus vieux souvenir, celui d'une Peugeot 204 vert pomme, garée près d'une piscine, ou encore d'une fenêtre balcon qui donnait sur une végétation luxuriante. J'ai parfois interrogé mes parents à propos de ces 2 souvenirs, mais ni l'un ni l'autre n'ont été capables de comprendre à quoi ces 2 souvenirs indéfinis dans leur description, mais au contraire plutôt précis dans la vision intérieure que j'en ai, pouvaient correspondre. En 1988, à l'âge de 23 ans, je suis allé en Côte d'Ivoire pour rendre visite à mes amis Claude et Pascal en coopération. Lorsque je suis sorti de l'air conditionné de l'avion et que j'ai été enveloppé par l'air suffocant, chaud et tellement humide, j'ai été immédiatement happé par une tourmente de souvenirs très imprécis, sans images. De même, le soir de mon souvenir, mes hôtes m'ont servi un plat de semoule d'attiéké, dont je pensais n'avoir jamais mangé de ma vie. Sentiment aussitôt contredit, dès la première bouchée, tant le goût de cette semoule a réveillé de souvenirs tout aussi imprécis que ceux surgis de cette atmosphère équatoriale pesante. Je ne me souviens plus du tout, du visage des jeunes gens qui résidaient en Côte d'Ivoire avec mes amis Claude et Pascal en tant que coopérants. Je ne me souviens plus de leur nom, de leur prénom. En revanche, je me souviens avec précision des photographies de la jeune femme, nue, dans des poses tellement avilissantes et peu imaginatives que j'ai trouvées dans le tiroir de la table de nuit de la chambre de l'un d'eux, qui était ma chambre pendant son absence, et dont j'ai appris par la suite, en fait, j'ai fait sa connaissance des années plus tard, qu'elle s'appelait Madeleine. Et c'est curieusement à elle que j'ai pensé des années plus tard encore, quand ma fille est née, et que nous ne l'avons pas appelée Sarah, mais finalement Madeleine. Les choses auxquelles on pense en emmaillotant son nouveau-né. Je ne me souviens plus des couloirs et de ma chambre d'hôtel à Brno, auquel je trouvais des qualités de décor de films d'espionnage des années 60. Je ne me souviens pas non plus des décorations sur les murs ou des meubles de la très grande salle de restaurant où je prenais mon plantureux petit déjeuner avant de partir au travail sur les routes verglacées au nord de Brno. Qui mange une goulash au petit déjeuner est prêt à en découdre avec la machine à coudre. Vieux proverbe sildave. Je ne me souviens plus du tout des rues de Coimbra au Portugal, dont je dis souvent pourtant avoir gardé un souvenir enchanté. Je ne me souviens plus ni de la voix, ni du visage de mon ami Beth à Chicago. Même pas une impression fugitive. Ce dont je me souviens, c'est de la forme de ses pieds en sandales et du dessin façon grand ours que formaient les taches de chewing-gum sur le trottoir sur lequel nous étions assis contre le mur du Zarba sur Division Street. Et tout ce qu'elle m'expliquait patiemment de ce qu'elle savait à propos de la schizophrénie dont on venait de diagnostiquer mon frère Alain. Ce que j'avais appris dans la matinée au téléphone par mon père. Cela devait faire plus de 6 mois que je n'avais pas entendu un mot de français. Si je comprenais ce que mon père me disait, je peinais beaucoup à lui répondre en français. J'étais en larmes que j'ai laissé exploser en raccrochant. Expliquant à Cynthia les raisons de cette douleur, elle avait tout de suite, c'était bien Cynthia, ce tout de suite, cette immediately, appelé Beth et Mike, qui avaient accouru le soir même de leur lointaine banlieue pour que Beth, infirmière psy, puisse m'expliquer de quoi il était question. En revanche, je me souviens très bien de la grosse voix de Mike qui avait juré de me battre un jour au ping-pong dans le jardin de la cour intérieure de Fairhouses. Et sa très brutale tape, et si un mec elle tape dans le dos en repartant. Beth avait de très beaux pieds. Je ne me souviens plus du tout de la tête que pouvaient bien avoir les fameux Devaquet et Monory. J'espère qu'ils sont morts aujourd'hui.
Je ne me souviens plus du tout de ce film russe vu au cinéma de la rue Mouffetard un soir tard, dont le projectionniste avait déserté la cabine de projection et dont les sous-titres ont progressivement glissé vers le bas de l'écran au point d'atteindre la première rangée de fauteuils. Nous n'étions pas nombreux dans la salle, je m'étais porté volontaire pour aller engueuler le projectionniste, que je n'ai en fait pas osé déranger quand j'ai compris qu'il faisait l'amour avec sa petite amie. Et que je me suis senti coincé entre mon désir de protéger son intimité et celui de m'acquitter de ma délégation au nom des rares spectateurs de ce film russe, dont je ne me souviens de rien, si ce n'est peut-être un plan de chevaux galop filmé en travelling, et donc de ses sous-titres inaccessibles en milieu de film. Je crois que c'est la seule fois où j'ai vu, de mes yeux vus, je veux dire pas au cinéma, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, des personnes faire l'amour. Je ne me souviens plus du cirque de Navacelle et de son pédoncule dans les Cévennes. Le premier été dans les Cévennes, en 1974. Mais cela me fait pleurer d'émotion d'y penser. Je ne me souviens plus de grand-chose des romans de Christian Gailly, même mon préféré, Nuages rouges, dont je me souviens juste qu'il était ponctué à la mitraillette et que l'on apprend à la dernière page le nom de son personnage principal, Silver quelque chose, Fonta peut-être. Mon exemplaire de ce livre contient une dédicace de son auteur, obtenue à la faveur d'une lecture signature à la librairie page 189. Me remettant le livre, après l'avoir signé, pour Philippe, bien amicalement, Christian Gailly, ce dernier m'avait dit, presque en chuchotant, « Nul ne gagne à être connu ». Ce qui était sans rapport, me semblait-il, avec la question que je lui avais posée. Avez-vous eu l'occasion d'échanger avec Samuel Beckett ? Je ne me souviens plus des rois mérovingiens, je ne me souviens plus de tous les pays qui faisaient partie de l'URSS et de ceux qui faisaient seulement partie du bloc de l'Est. Je ne me souviens plus à quels pays africains d'aujourd'hui correspondaient la Haute-Volta et le Dahomey. Je ne me souviens plus des prix en francs. Pourtant, j'ai le sentiment que je continue de convertir mentalement les sommes pour tenter de me faire une idée du prix des choses. Aura-t-on un jour des anciens euros ? Je ne me souviens plus du visage de mes enfants quand ils étaient des enfants. Si je ne disposais pas de photographies pour me les rappeler, je ne m'en souviendrais plus du tout. Je ne me souviens plus de nombreuses scènes d'Intervista de Federico Fellini, à part celle grandiose, à l'arrière d'une limousine dans laquelle Marcello Mastroianni et Fellini, les deux monstres sacrés du cinéma italien, expliquent à leurs jeunes acteurs que leurs plus grands souvenirs érotiques, ce sont les branlettes. Et la scène récurrente des deux peintres dans une nacelle qui repeignent le ciel d'un décor, et il y en a un qui dit à l'autre « Filippone, si, mechinino, fa fanculo !»
J'aimerais ne plus me souvenir de tant de choses. J'aimerais ne plus me souvenir du 26 juillet 1993, d'un certain coup de téléphone, de son écho. J'aimerais ne plus me souvenir des pieds de bœuf, ni du dessin que formaient les traces de chewing-gum au devant de nous sur le trottoir de Division Street. J'aimerais ne plus me souvenir des dimanches soirs sur les ferries qui me ramenaient à Portsmouth pour l'équipe de nuit, des familles anglaises qui mangeaient des crackers en famille et du froid de l'appartement obscur de Portsmouth quand j'y déposais mes affaires en hâte avant de partir travailler. La plupart du temps, je n'allumais pas, je posais tout dans l'entrée, je filais au boulot. J'aimerais ne plus me souvenir de l'hiver 89 à Chicago, de ma solitude, de la dépression carabinée de Sam et de sa tentative de suicide ratée, au gaz, dans l'appartement. Mais je veux bien me souvenir des flots d'insultes que Molly et moi, nous nous sommes relayés pour déverser sur les pieds du psychiatre de Sam, qu'il avait libéré parce que les frais de son hospitalisation n'étaient plus couverts par l'assurance de santé de son patient. Si ce psychiatre avait effectivement inséré dans son anus tout ce qu'on lui a dit d'y mettre, il aurait rempli entièrement son intestin, le gros et le grêle. J'aimerais ne plus me souvenir des hivers dans mon lycée, de jeunes gens, de cette odeur de sueur, de manque d'hygiène et même de sperme séché et finalement de savon bon marché. J'aimerais ne plus me souvenir des coups que je recevais sur Augusta Boulevard. J'aimerais tellement ne plus me souvenir qu'un jour mon oncle Michel, que j'aimais tellement, qui ne m'avait pas vu depuis longtemps, ne m'a pas reconnu et m'a dit « Bonjour monsieur ». J'aimerais ne plus me souvenir des petites humiliations répétées de certains professeurs du collège et du lycée et de leurs pronostics peu favorables quant à mes chances de faire quoi que ce soit dans la vie. J'aimerais ne plus me souvenir de certaines conneries que j'ai pu dire et pire écrire. J'aimerais ne plus me souvenir du message que Laurence m'a laissé l'année dernière désemparée. Son père venait de se tirer une balle dans la tête. J'aimerais ne plus me souvenir de certains soirs où, seul, j'écoutais Béla Bartok au 7e étage de l'appartement de l'avenue Daumesnil. J'aimerais ne plus me souvenir de cette odeur de whisky épouvantable qui émanait de tout ce que je rendais dans les toilettes sur le palier de l'appartement de l'avenue Daumesnil. J'aimerais ne plus me souvenir du moment où je me suis rendu compte que l'on m'avait volé mon appareil photo dans le train entre Paris et Clermont, de ce chagrin d'enfant humiliant qui a été le mien quand je me suis rendu compte. J'aimerais ne plus me souvenir de ce matin après une nuit dehors à Chicago et quand j'ai retrouvé le couteau de cuisine planté dans la porte d'entrée, couteau que Cynthia m'avait lancé et excédé. J'aimerais ne plus me souvenir de certaines discussions dans lesquelles je me suis senti acculé. J'aimerais ne plus me souvenir de certaines choses que j'ai tenues pour vraies pendant longtemps et dont j'ai eu à me rendre compte, parfois publiquement, qu'elles étaient fausses. J'aimerais ne plus me souvenir de certaines découvertes, de celles que j'ai faites en croisant des récits. J'aimerais ne plus me souvenir du hurlement de ce banlieusard friqué descendant l'escalator de la gare centrale de Chicago à un mendiant noir. « Get a fucking job !» Chicago est une ville tellement violente. J'aimerais ne plus me souvenir de ce départ d'incendie qu'avait produit Alain dans les Cévennes un jour de démence. Et la façon désespérée avec laquelle mon père et moi nous nous sommes jetés avec des couvertures. Je venais d'être opéré du dos sur les premières flammes d'un incendie sans conséquence, rapidement maîtrisé par des pompiers, fort amusés par la suite de découvrir des pieds de mouton à la pelle qui n'étaient de fait plus cachés par les feuilles mortes des châtaigniers qui avaient brûlé. Et j'y repense chaque fois que je trouve des champignons dans ce coin-là, des girolles surtout. J'aimerais ne plus me souvenir de ce souvenir très vague et peut-être même pas avéré de cet enfermement dans la voiture, enfant. Je voudrais toujours me souvenir des parties de mahjong avec mon oncle Michel, le dimanche après-midi, à Los, dans la maison, dans le Nord.
Philippe de Joncker, bonsoir. Bonsoir. Alors, Philippe m'a demandé, pour le détendre un petit peu, Je suis parfaitement détendu, qu'est-ce que tu dis là ? qu'on commence par parler d'Emmanuel Kant. C'était bien ça que tu m'avais dit, que tu avais besoin qu'on parle un petit peu ensemble de la troisième critique. Non, des questions faciles. Ah, pardon. Pas des questions de prof. Donc, nous sommes là pour parler de ce livre. Je ne me souviens plus. Ce qu'on a entendu ce soir, ce sont des textes qui sont issus de ce livre, qui vient de paraître chez Publinet. Donc, première question, Philippe de Joncker. C'est quand même pratique, Internet, non ? Ouais, c'est pas mal. Oui, ça permet de rencontrer des amis de longtemps, comme Sébastien, que je connais depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est aussi le lieu d'une communauté. En fait, effectivement, je parle de l'avenue de l'aventure de Remu.net. Et ça permet effectivement de rencontrer ses semblables. Je me souviens d'un concert de Fred Fries où, avec beaucoup d'humour, Fred Fries et son accent anglais disait à la fin du concert, mais si vous voulez, il y a des disques à vendre, comme ça vous allez vous racheter votre karma d'avoir téléchargé plein de trucs sur Internet. Et donc il voulait qu'on achète ces disques. Et je suis allé le voir après et je lui ai dit, mais en fait, s'il n'y avait pas Internet, je ne saurais pas qui vous êtes. Je n'aurais jamais été à une vingtaine de vos concerts et je n'aurais pas acheté une dizaine de vos disques. Et il avait répondu, toujours avec son accent anglais, touché. Ouais, c'est malgré tout. Enfin, je crois qu'il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la révolution culturelle, qui n'a pas forcément réussi d'ailleurs. Et oui, c'est quand même bien pratique, effectivement, ne serait-ce que pour la recette de la pâte à crêpes, dont je me souviens jamais d'une fois sur l'autre. Et celle du clafoutis aussi. Et puis cette phrase est un gimmick qui revient dans le livre, qui ponctue. Et dans les autres aussi, je suis désolé. Oui, il y a deux comiques dont j'aime vraiment bien, c'est le comique de répétition, et le comique de répétition, c'est un peu mes deux comiques préférés, en fait. Donc oui, j'aime bien cette phrase. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte aussi. Alors ça, c'est aussi ça. Internet, c'est une sorte de commodité. Et alors longtemps, j'ai travaillé dans l'informatique industrielle, et en fait, cette commodité, elle est d'une complexité folle, en fait, d'une richesse de moyens déployés pour y parvenir qui est juste absolument invraisemblable. Et tout devrait, la plupart du temps, échouer. Et en fait, non, ça marche plutôt bien. Et c'est donc plutôt pratique, quoi, d'avoir des forêts de serveurs pour stocker la recette de la pâte à crêpes. Entre autres. Et quelques éléments de mémoire qui parfois peut manquer, on y reviendra dans quelques instants. Ouais. Alors ce livre, je ne me souviens plus, s'inscrit immédiatement dans une filiation littéraire. Le titre peut en être un indice. Ça trompe pas beaucoup. Hein. Et puis l'exergue de Joe Brenard qui ouvre le livre nous situe aussi là. Alors, je voulais justement partir de ce terreau littéraire pour te demander d'abord comment est né ce livre et puis de savoir si ce livre vient de cette filiation littéraire ou au contraire essaye d'aller vers elle. Alors, c'est un peu des deux à la fois, toute proportion mal gardée. Hein. Je sais ma place par rapport au panthéon dont tu as rapporté. En fait, le tout premier livre que j'ai lu de Pérec, j'étais au lycée. Je ne sais plus si c'était ma première seconde ou ma deuxième première. J'ai approfondi un certain nombre de classes comme ça. Et ce dont je me souviens, c'était les choses. Et ça avait barbé tout le monde. Mais moi, j'aimais bien. Il y a un truc que j'aimais bien, c'était la description de l'appartement de Jérôme et Sylvie et d'un certain détail, de cette espèce de corbeille dans laquelle on avait mis un petit linge pour accueillir les papiers. Et ce souci du papier, de la corbeille qui était décrit comme étant d'une sorte de papier buvard, de cartoline, ça m'avait fasciné qu'on puisse aller aussi loin dans cette volonté de restitution. Et donc j'avais gardé ça dans un coin de ma tête.
Et puis, en première année aux Arts Déco, je suis tombé sur un triumvirat de 3 professeurs, dont 2 qui étaient des péréquiens vraiment quasi obsessionnels. Et en gros, ils nous faisaient cours que si on avait fini de lire Espace d'espace, quoi, en fait. Et alors, bon élève, malgré tout, aux Arts Déco, c'était plus tout à fait comme au lycée. Et donc, je lis ce livre et je me souviens avoir été percuté par une chose, c'est qu'à un moment, Pérec parle des absences, des vides, qui sont jamais vraiment complètement vides. Et alors, à l'époque, j'habitais avenue Daumesnil, et il parle de à quoi est-ce qu'on peut être en train de penser quand on est dans le métro, dans une rame entre Dugommier et Daumesnil. Évidemment, je lis cette phrase en étant dans une rame entre Dugommier et Daumesnil, rentrant chez moi et sortant à Daumesnil. Et là, je m'étais dit, il a l'air quand même assez fort, celui-là. J'avais pas forcément lu grand-chose, donc je me suis dit, je vais lire les autres, ça a l'air bien quand même. Et alors, n'étant pas forcément un très très grand lecteur, étant dyslexique, pour moi la lecture est une épreuve, ça continue de l'être. À un moment, je tombe sur « Je me souviens ». Et alors là, je suis un peu... ça correspondait assez clairement à toutes sortes de souvenirs dont mon père, notamment, mes parents, mais surtout mon père, m'avait parlé, des trucs qui n'étaient pas vraiment de ma génération à moi, mais je voyais bien qu'il en restait des vestiges. Et ça, je trouvais ça vraiment très très fort, ce coup de la litanie et tout ça. Et à la fin, alors je sais pas, dans l'édition qui était la mienne, je crois que c'est POL avait écrit, Georges Perec a demandé à ce qu'on laisse des pages blanches, quelques feuillets blancs, pour que les lecteurs et les lectrices puissent inscrire leur propre « Je me souviens ». Et je suis tombé dans ce pli. Et en fait, je crois que c'est la première chose que j'ai écrite, en fait. C'était, mais je me souviens, à la suite de ceux de Pérec, au bout de 10 feuillets, il n'y avait plus de place, donc après j'ai pris des feuillets. Et c'est ça, en fait, voilà. Et puis bon, après je suis passé à autre chose, parce que, voilà, et que j'étais... Et du coup, voilà, après c'est devenu une forme. Et voilà, ça fait aussi quelque temps que je tournais autour de quelque chose qui était un souvenir dont il est quand même, qui traverse beaucoup le livre, qui est donc la mort de mon frère, et on va y revenir. Qui date donc de 93. Et en fait, j'ai essayé d'écrire des tas de choses à ce propos-là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'avais mal compris, il y avait des tas de choses que j'avais compris complètement de travers, parce qu'il y avait des choses dont je me souvenais pas si bien, ou des choses que je me souvenais super bien, mais c'était pas ce qu'on me racontait et tout ça. Et en fait, c'est de là que c'est venu, en fait. Voilà, c'était... Alors, du coup, vous imaginez qu'écrire un tel texte, on se dit, oui, on n'est pas non plus là pour maltraiter le lectorat. Et donc, c'est un texte qui est puissamment triste. Hein. Je veux dire, c'est quand même, je sais pas, mélancolique, tout ce qu'on veut. Mais je me suis dit, quand même, la tristesse, d'une part, c'est pas si moche. Et par ailleurs, il y a quand même des choses qui sont drôles là-dedans. Donc, j'ai quand même essayé de relever un certain nombre de choses qui, même tristes, pouvaient être assez drôles, en fait. Comme, par exemple, cette histoire d'incendie, qui est vraiment un souvenir épouvantable. Mais de voir les pompiers se fendre la gueule parce qu'ils trouvaient des champignons partout, parce qu'il n'y avait plus de feuilles de châtaignier pour les recouvrir, c'était un drôle de truc, quoi. C'est un peu comme cette histoire de congélateur. La vie est quand même bizarrement foutue, bizarrement agencée quand même. Ouais. Alors, restons, puisque tu en parles à l'instant. Alors, le livre, au cœur du livre, on a une bascule. Hein. On quitte une litanie, une répétition, celle des « je ne me souviens plus » qui sont le titre du livre, pour une autre forme qui est « j'aimerais ne plus me souvenir de tant de choses ». Comme s'il y avait une articulation logique entre les deux. Je vais revenir dessus. Et en fait, ce nouveau passage commence
par la mort du frère. Ah, ça, c'est vraiment, Alain. ce jour-là, c'est vraiment le jour dont j'aimerais bien ne plus me souvenir Oui, un jour. oui. Mais j'ai compris que c'est bon, je m'en souviendrai. Ouais. Et de toute façon, Alain, la figure d'Alain, hante tout le texte précédemment, déjà dans l'ensemble de ce qui précède. Et peut-être que bon, tu y as un petit peu répondu, mais c'est le véritable sujet du livre. Ah, c'est le sujet du livre, oui. Et puis, encore une fois, il y a aussi quand même pas mal de questions de dévoilement psychanalytique. Et c'est pas comment dire, c'est ni une élégance, ni quelque chose de décoratif comme la tapisserie du psychanalyste. Et c'est vrai, ça, je ne sais pas, peut-être parmi vous, il y a des gens qui vont voir des psychanalystes. Vous avez remarqué à quel point, enfin, je veux dire, ce qu'ils ont à leur mur, c'est absolument nul, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, enfin, c'est affreux, quoi. Enfin, on a l'impression, enfin bon. Bref, je m'excuse, mais c'est un truc que j'ai remarqué, parce que j'ai une certaine expérience, et oui, j'entends des amis qui disent, ouais, j'ai une photo de toi sur mes murs. Je me suis un peu égaré, ça arrive. Moi, à la lecture de ce livre, il me semble... Il y a des trucs de la mémoire qui sont complètement jouissifs, enfin, de la mémoire involontaire, et puis il y a des choses qui sont infiniment douloureuses. Il y a, je crois que c'est dans le livre de l'inquiétude, il y a Kundera qui explique qu'en fait, en tchèque, il existe un mot de 6 lettres qui s'appelle litos, et qui permet de décrire ce sentiment de honte absolument recuite, de trucs absolument épouvantables dont on voudrait... Et rien que d'y penser, et là je suis en train d'en penser à une, et franchement ça va pas... C'est épouvantable. Et il se demande comment les auteurs et les autrices tchèques, enfin de toute façon les Tchèques, soit on parle tchèque et on est tchèque, et on ne parle pas tchèque, on n'est pas tchèque, mais il se demande comment font... donc les auteurs et les autrices des autres langues qui n'ont pas accès à ce mot-là, qui est d'une puissance folle. Et ça j'avais ça vraiment aussi à l'esprit, en fait. C'est ces moments ces souvenirs qui sont extraordinairement poignants, qui sont incroyablement dérangeants, sur lesquels on ne peut pas passer vraiment de baume, de réparation, quelle qu'elle soit. Et du coup... je me suis demandé, comme ça, parce que ça se fait, si décrire un propos de ça n'allait pas permettre de calmer cette douleur, et notamment donc, celle de la mort de mon frère, quoi. Dont le livre, finalement, essaye de dessiner une ligne fragile tout au long du texte, et qu'on retrouve ce soir, puisque... la lecture s'ouvre sur cette figure de ton frère disparu. Oui, et parce qu'en plus, c'est quelqu'un dont je ne me souviens pas super bien, en fait. Enfin, c'est très curieux de dire ça. À la fois, c'est quelqu'un auquel je pense tous les jours, et c'est quelqu'un dont je n'ai aucun souvenir de sa voix, j'ai aucun enregistrement. J'ai peu de photos, on va dire, de lui lors de ses 4 dernières ou 5 dernières années de vie. Et du coup, c'est un drôle de truc, quoi. C'est une figure... ouais, voilà. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et qui est plus là. Ouais. Ouais. T'as pas une question sur le rugby, par exemple? Alors, un truc plus facile. Il est incidemment peu question de rugby dans ce livre. Vrai, cette fois-ci, je me suis un peu gendarmé. Donc là, je trouve que tu as été très raisonnable. Ouais, cette fois-ci, je me suis beaucoup gendarmé. Oui. Voilà, il y a quelques petites remarques sur les douches après le rugby, mais finalement, c'est tout à fait raisonnable dans ce livre. En revanche, il est beaucoup question de photographie. Et c'est justement très très intéressant sur cette relation qu'il y a entre la possibilité de la mémoire et ou de l'oubli au travers de cette question de la photographie qui est peut-être une activité centrale dans ton existence. Au point que jusqu'à une période récente, je ne savais pas ce que c'était qu'une journée où on ne prenait pas de photos, en fait.
et que je suis toujours un peu... Je suis jamais complètement au clair avec moi-même sur qu'est-ce qui peut me pousser à prendre une photographie. Le fait est, c'est que... alors en fait, quand j'avais, je crois, 14 ans, on était dans les Cévennes et je crois que mon père était en train de refaire un mur ou quelque chose comme ça. Et j'étais un peu dans ses pattes, à vrai dire, je crois. Et donc, il ne savait pas quoi faire de moi. Et en gros, il s'est dit, tiens, je vais... donc, il m'a passé son appareil photo, un Minolta 24-36 réflexe, autour du cou. Il m'a expliqué comment on faisait la mise au point et comment on fermait le diaphragme en fonction de la vitesse et tout ça. J'ai capté ça assez rapidement. Et puis il m'a dit, bah, tiens, va te promener, va faire des photos, quoi. Et puis donc je suis parti, je suis allé faire des photos. Et puis 20 minutes plus tard, je crois, une demi-heure, plutôt 20 minutes, je suis revenu, puis je lui ai dit, mais quand on est arrivé au bout du rouleau, enfin je m'excuse pour le... Et il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il m'a regardé, il me dit, mais tu viens de faire en un quart d'heure, 20 minutes, tu viens de faire autant de photos que moi j'en fais en 6 mois, en fait. Donc cet appareil est devenu le mien. Par bonheur, il y avait un voisin dont le grand frère avait un petit agrandisseur. Et un jour, il me propose d'agrandir une de mes photos. Et donc, c'était la fameuse photo de cette petite amie allemande. Et en fait, il y a un truc qui m'a vraiment... Mais c'était l'image latente là, qui se révèle dans le révélateur. Elle fonce. Et en fait... j'étais fasciné par effectivement les pentagones de lumière, donc créés par l'ouverture du diaphragme à mi-ouverture probablement, et qui, du fait qu'elles étaient floues, faisaient des pentagones comme ça. Et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment magnifique en fait. Et là, j'ai su qu'il se passait quelque chose pour moi. Enfin, mais on ne sait pas ces choses-là. Enfin, quand on a 14-15 ans. Voilà. Et là, j'ai tanné notamment mon père. Voilà. Et donc un jour, j'ai trouvé une occasion pour un agrandisseur qui est vraiment... Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, c'était vraiment contre toute logique, tout ça. Il a effectivement passé tout son week-end à transformer la salle de bain en un labo photo. Et là, ce jour-là, je sais que j'ai été vraiment guéri de ce truc qui est l'ennui. Il y avait ça qui allait... C'était incroyable, c'était une prophétie, quoi. Littéralement une prophétie. Et ça ne s'est jamais vraiment démenti, en fait. Bon, c'était un peu comme une sorte de... Oui, on peut presque dire une addiction, une drogue et tout ça. Et alors, quand le numérique est arrivé, je suis vraiment passé de l'herbe au LSD, quoi. Là, c'était vraiment très fort. Vraiment, le numérique, c'était vraiment un truc... c'est tellement sans limite. Enfin, voilà. Et ça continue, oui, ça continue de m'intéresser. Ouais. Faut dire que c'est pratique aussi. Oui, c'est super pratique, la photo numérique. Ouais. Ouais. Et alors, par contre, c'est ça, c'est assez étrange, c'est cette notion aussi de ce que ça garde en mémoire, mais là aussi de façon très involontaire. Les choses, souvent, ce qui se passe à l'arrière-plan, comme les pentagones de lumière, sont infiniment plus intéressants que ce que l'on prenait véritablement en photo. Je veux dire, Barthes a écrit des choses infiniment plus intelligentes, notamment dans la chambre claire, cette notion de studium et de punctum. Effectivement, il y a un vrai tour de magie derrière tout ça. Ouais, ouais. Le texte s'établit sur un paradoxe. Tu écris, c'est page 34, « Tout n'est peut-être pas voué à disparaître ». Et le livre se construit finalement sur la question de l'oubli et sur le souvenir de l'oubli. Sur l'idée que le texte établit une sorte d'accumulation de souvenirs par la négative, mais qui en même temps n'est pas la négation du souvenir. Et que c'est le lieu qui permet finalement de rechercher et de trouver quelque chose du souvenir absent, en passant par les bords, d'une certaine manière, et qui permet de faire revivre tous les mondes qui sont supposément être perdus. Et ça, c'est par l'écriture que tu le retrouves. Oui. Merci. Bon,
on va peut-être... Non, tu sais tellement bien dit, je ne ferai pas mieux. Non, mais voilà, alors c'est ça qui est merveilleux, c'est que justement le livre nous dit je ne me souviens plus, mais fort heureusement, que de souvenirs dans cette absence de souvenirs. Alors ça, c'est une autre chose, c'est qu'effectivement, j'ai à un moment disposé de ce truc qui est un peu singulier, qui s'appelle un palais mental, qui est une faculté de se souvenir d'énormément de choses, avec beaucoup de précision, et c'est pas véritablement rangé, mais on y a accès tout le temps, en fait. Il y a certains ordinateurs qui fonctionnent comme ça. Et en fait, j'ai appris pourquoi j'avais cette sauvegarde absolument permanente de tout. C'était pour une raison tout à fait douloureuse qui, une fois qu'elle a été guérie par la psychanalyse, tout d'un coup, je me suis plus souvenu de rien, en fait. C'est plus ou moins à ce moment-là que j'ai écrit ce texte-là. Et alors c'est très drôle parce qu'effectivement, je continue de m'orienter dans l'existence de cette manière. C'est-à-dire, il fut un temps, si vous aviez besoin de me donner votre numéro de téléphone, il suffisait que vous le prononciez, et puis voilà. Et on me disait, tu le notes pas? Je dis, non, c'est bon. Et voilà. Et effectivement, si j'en avais besoin 2 mois plus tard, mais oui, c'est voilà, et c'est hyper pratique. Enfin, je veux dire, même pour la recette de la pâte à crêpes, quoi. Et le problème, c'est que je continue de ne rien noter, pensant que je vais m'en souvenir. Et maintenant, je m'en souviens plus. Et ce qui me laisse assez pantois, parfois, devant certains digicodes, ou de ne pas avoir noté le numéro de téléphone de quelqu'un. Voilà, et là, je me dis, oui, ça va mieux, finalement. Enfin, je ne suis pas obligé de me souvenir de tout. En fait, il y a aussi une certaine libération à cette forme d'oubli. Et je suis aussi assez tranquille sur le fait que voilà, je me souviens vraiment très très bien des parties de Mahjong avec mon oncle Michel dans le Nord, à Los, et de l'univers extraordinairement poétique que cet homme libéré, et notamment au travers de ces parties de Mahjong. Et alors, ses fils et sa fille m'adorent parce que je l'imite très très bien en jouant au Mahjong. Alors, ça leur fait revenir des tas de trucs. Et voilà. Cela dit, il y a peut-être une chose, malgré le palais mental, dont on ne se souvient plus, et tu insistes beaucoup là-dessus, c'est justement la voix. Alors, j'ai pas une très grande mémoire des voix, ça c'est vrai. Ouais, c'est pas du tout Ouais, alors je pense qu'il doit y avoir des personnes comme Gilles, par exemple, qui sont des musiciens très accomplis, qui ont une ouïe et un discernement auditif très très fort, pour lesquels ça doit être une orientation qui, chez moi, est assez faible, en fait. Alors que, oui, visuellement, par contre, j'ai une certaine capacité à me souvenir de pas mal de choses. Donc ça, je pense que c'est plus moi. Une fois, j'avais été assez ébloui par le fait que on ne dispose d'aucun enregistrement de la voix de Samuel Beckett. Et on ne dispose pas de film non plus. Enfin, alors de temps en temps, on retrouve, c'est comme pour le mariage où on croit voir Proust. Je ne sais pas. Enfin, c'est des images qui me paraissent parfois tellement frelatées. Mais je trouve que c'est assez incroyable, en fait. On ne dispose pas d'un enregistrement de la voix de Samuel Beckett. Si on revient pour terminer sur le livre et sur sa construction, la manière dont tu l'écris, c'est un travail de mémoire par association. Tu pars de quoi? Tu pars de l'oubli ou de ce que tu cherches à l'intérieur de cet oubli, si je me fais bien comprendre. Oui, c'est-à-dire que c'est assez... En vrai, c'est un livre qui m'a donné vraiment beaucoup de mal à écrire, parce que est-ce qu'on ne peut pas écrire à propos de choses dont on ne se souvient pas? Enfin, c'est vraiment très paradoxal, en fait. Donc il faut essayer de se souvenir de quelque chose dont on ne se souvient pas et de ce qui est autour et qui pourrait éventuellement... Ouais, franchement, ce dont je me souviens, c'est que c'était vraiment pas simple, cette affaire. Et en revanche, à cette époque-là, en fait, j'avais encore un lieu d'écriture un peu singulier, c'est-à-dire que encore à cette époque-là, je travaillais en open space comme ingénieur informaticien, et
Et en fait, j'ai déjà dit ça, et je m'excuse pour celles et ceux qui l'ont déjà entendu, mais il y a une ressemblance assez frappante entre un informaticien au travail qui tape voilà, et un écrivain qui tape. Voilà. Et du coup, ça trompe pas mal de monde. Et donc, on travaille très, très bien en open space en donnant en plus l'impression de beaucoup travailler. Donc, on est très bien vu. Et ça permet de tromper l'ennui. Mais alors, par contre, ce qui est c'est un peu problématique, c'est qu'on peut être dérangé quand même à tout moment. Il peut y avoir un coup de téléphone ou une urgence. Et donc, il y a quelque chose qui fait que c'est maintenant ou jamais, quoi. Alors que des fois, je suis sur ma petite table, posé devant la fenêtre qui donne sur le Moser dans les Cévennes, un verre d'un irréprochable whisky sur le côté, éventuellement un disque de jazz. Et là, il n'y a rien qui vient, mais vraiment rien de rien. Enfin, c'est mortel. Et je finis complètement sous à force de boire du whisky et qu'il n'y a rien qui vienne. Alors que dans l'open space, en étant mais sans arrêt dérangé, là, par contre, ça vient bien, en fait. Ouais. Ouais. Je pense que tout ça est incroyablement capricieux comme fonctionnement. Enfin, c'est incroyablement cafouilleux, quoi. Et donc, voilà, je préfère aller dans le sens du désordre, en quelque sorte. Ouais. Le sens du désordre. Le sens du désordre. Ouais. Ouais. Ça me rappelle c'est pratique Internet. Ouais, c'est pratique vraiment Internet. Pratique Internet. Alors pour terminer là où on a commencé. C'est pas la troisième fois que tu dis pour terminer. Ouais, oui, pardon. Non, cette fois-ci on va terminer. Tu te souvenais plus. Hein. Alors plutôt Brennard ou plutôt Pérec au final? Je m'excuse, j'avais vraiment la gorgette. Joe Brennard 200 fois. Le texte de Brennard est infiniment plus, je trouve, infiniment plus personnel. Mais je pense aussi que de toute façon, Pérec voulait faire autre chose. Je pense qu'il a vraiment fait un objet littéraire qu'il a voulu décaler du côté de la sociologie, alors que je pense que Brennard était beaucoup plus dans la préservation d'un certain nombre de souvenirs, de quelque chose qui en plus est assez typiquement américain. C'est-à-dire de se souvenir de périodes antérieures. Nous, on a tendance à dire ici, c'était mieux avant, mais il y a eu un moment où, effectivement, aux États-Unis, juste après la Seconde Guerre mondiale, c'était vraiment un pays où il faisait relativement bon vivre, en fait. Moi-même, en ayant vécu là-bas à la fin des années 80, j'ai eu l'impression d'avoir droit à la queue de cette comète et que aujourd'hui je ne reconnais plus du tout ce pays où effectivement on avait une certaine capacité à donner leur chance à des gens qui n'avaient pas encore forcément 25 ans. Bon, après Brennard aussi il avait et puis moi je trouve ça extraordinaire. Enfin, et puis quand on l'entend lire ça dans des bars, il y a quelques enregistrements sauvages comme ça, moi ça me donne la chair de poule, quoi. Mais vraiment, quoi. Moi ce que je vous conseille. Et puis c'est quelque chose de plastique aussi. Enfin, c'est vraiment, je veux dire, Brennard était un plasticien, je crois que c'était un peintre, et il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre effectivement comme ça d'une approche plasticienne. Et là, je trouve ça vraiment passionnant, quoi. C'est beaucoup plus inventif. Ouais. Moi, ce que je vais conseiller à la salle, c'est de commencer par lire Je ne me souviens plus, qu'on peut acheter en sortant, et puis de faire ensuite le parcours de Pérec et de Brennard pour décider ou pas. Oui, alors moi j'aurais tendance à vous dire lisez Joe Brennard. C'est vraiment là. Si vous n'avez pas encore lu Je ne me souviens plus de Pérec, c'est quand même pas mal. Et si vous reste un peu d'argent de poche, je me souviens plus, ça ira. Ouais. Mais non, il faut remettre les choses à leur juste place quand même, tu vois. Toute proportion mal gardée, quoi. Mais ce soir, on va pouvoir trouver Je ne me souviens plus. Oui, alors que l'autre peut-être pas. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, à toutes et tous d'être venus. Et on se retrouve à la sortie